Hop, et maintenant, on va passer aux deux reviews que j'ai à vous proposer pour ce soir, qui vont être sur les contes fabuleux de la nuit, et sur Momo's Medical History, que je vous ai pas mal teasé sur d'autres réseaux. Alors, je sais pas lequel vous intéresse le plus, je vous laisse me dire pendant que je bois un petit coup. Et merci Lauria pour le, pour le soutien moral. Hop là. Toujours là, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ça parle de quoi? On était en train de voir lequel vous préfériez que je vous review en premier. Sachant que j'espère que je vais avoir beaucoup à dire. Alors, il faut savoir que ça a été préparé à la ZOB. Que j'ai absolument pas pris de notes pour mes lectures. Momo m'intéresse un max, le conte et le fabuleux Momo. Et bah allez, ça va être Momo en premier. Hop là! Donc là, je vais pouvoir sortir mes petites fiches. Laisse parler ton talent. Ah, mon talent. Mon talent. On a très peu de talent. Juste. Ouais. Zouf, pour pas que vous ayez les reflets. On va rapprocher ça. Voilà. Histoire que vous puissiez voir un peu plus les planches. Donc, Momo's Medical History. Alors, pour la petite histoire, parce que j'aime bien faire un petit peu d'histoire sur d'où proviennent les mangas. Donc, le manga est terminé. C'est un manga de 2022 qui s'est terminé il y a 4 mois au Japon, qui était prépublié dans le Lala, qui est donc, pour ceux qui connaissent, un magazine de prépublication shoujo qui est sûrement le second le plus connu, après le Ribbon, je pense. On a peut-être un troisième que j'ai plus en tête, qui à la base était un one-shot, mais qui a été étendu. Hop. Je crois que j'ai un petit problème, excusez-moi, de synchro, c'est bon. Qui est donc un one-shot, mais qui a tellement plu qu'il a été sérialisé. De quoi que ça parle, Momo's Medical History. On est sur l'histoire donc de Momo, personnage ici présent, qui est un médecin royal, qui est le médecin du plus grand pays de l'univers du manga. Hop. Je sors mes notes, voilà. Qui est donc le plus grand médecin de l'univers, qui porte un nom, on l'appelle le Noé impérial. Dans une royauté qui semble, dans le lore, une royauté très très agressive, venant d'un pays très très belliqueux, et dont les personnes qui gravitent autour de cette royauté sont presque, d'après ce que disent les personnages, quasi de l'esclavagisme. Ils doivent être 100% dévoués à la royauté, ils portent même des tatouages liés à cette royauté sur le corps, comme s'ils appartenaient finalement au roi de ce pays. Et donc on suit Momo, donc ce médecin royal, qui est en quête d'un écrit, d'un parchemin légendaire, qui serait le secret pour apprendre les techniques pour permettre de faire revivre un défunt. Et donc Momo doit
suit Momo finalement au travers de son voyage pour retrouver ce parchemin pour sauver, de ce qu'on comprend, la vie d'une personne qui lui est très très chère. Ça sort chez Panini. Alors, pour ceux qui me connaissent, je déteste Panini Manga, le plus profond de mon être. Je trouve que leur ligne éditoriale, c'est du réchauffé de chez réchauffé, on gratte les fonds de tiroir depuis plusieurs années. Pardon. Et donc on est sur une de leurs rares nouveautés, finalement, leur catalogue. J'avoue que je suis un peu triste que ce soit eux qui l'aient. Sponsor au lit, bientôt. J'avoue que je suis un peu triste que ce soit eux qui l'aient. Je pense que ça aurait eu plus de visu chez un Nakata, typiquement. Surtout que ça rentre vraiment dans leur nouvelle ligne, enfin pas leur nouvelle ligne éditoriale, mais dans leur souhait de mettre un peu plus de fantastique et de fantasy en avant. Donc je suis un poil triste que ce soit eux qui l'aient eu, parce que je pense que ce manga, il mérite d'être lu. Et je pense qu'il aurait mérité une bien meilleure mise en avant que 3 simples tweets comme on fait Panini jusque-là. J'ai plusieurs points positifs, mais j'ai quelques points négatifs à aborder. Alors, je vais seulement essayer de ne pas trop parler du dernier chapitre, pour vous laisser le plaisir de la découverte. Je vais allègrement spoiler les chapitres qui sont avant. Hop là, à quoi que ça ressemble. On est sur une série donc qui est terminée en 3 tomes. Et donc le ou la mangaka, alors c'est un groupe, c'est un duo qui est derrière le manga. Donc on est sur à l'histoire Sanba Naomoto, qui est son premier manga, et au dessin Non Asano, pardon, c'est son deuxième manga. Pour le duo, c'est leur... Ils ont fait 2 mangas ensemble, et le dessinateur / dessinatrice a un autre manga, qui est Dokuto Anamichi, qui est aussi disponible, qui a aussi été prépublié dans le Lala, avec un autre artiste. Que des séries courtes, pour le coup. Pour Momo's Medical History, comme je disais, c'est une série en 3 tomes, et en général, les séries en 3 tomes, il faut très très vite builder tout le lore de l'univers. Je vous l'ai un peu décrit. Là, ce que je vous ai décrit avec l'histoire du Noé impérial, avec le pays belliqueux et les recherches du parchemin, littéralement, tout ça, tout ce lore, qui est quand même assez dense, finalement, on va vous le balancer, littéralement, en un chapitre. Il y a d'autres éléments qu'on va vous balancer de lore, notamment que Momo est un orphelin qui a été recueilli par la famille royale. Et tout ce lore que l'on vous met en place va en plus être mixé à une intrigue liée à la royauté d'un autre pays. En fait, tout le manga s'appuie sur un style un peu épisodique où un chapitre va correspondre à une situation problématique qui va mettre en place un problème que Momo va devoir régler avec ses compétences en médecine. À savoir que la médecine dans cet univers, on se rapproche un peu sur du Moyen-Âge avant la Renaissance, avant les Lumières, en Europe. Et donc la médecine, on y croit viteuf. C'est un peu des trucs barbares, où on décapite des gens dans leur tête, où on fait du mal au corps, etc. Non, la médecine, normalement, c'est des plantes et de bonnes prières. C'est un peu ça, notamment sur le premier chapitre, où on va suivre donc l'histoire d'une famille royale qui, moralement, qui en fait assouvit leur pouvoir parce que la légende raconte que
seuls eux peuvent guérir une maladie. Et donc ils doivent à chaque lendemain de jour de pluie faire ce qu'ils appellent le toucher royal, qui est quelque chose qui a existé en France, où le roi appose ses mains pour guérir toutes les maladies de la personne qui se fait toucher. Donc on a tout ce building autour donc d'un peuple qui croit en ce toucher royal, qui est mixé avec le lore autour de Momo. Pour moi, c'est un gros défaut du premier tome. Voilà, c'est qu'on te balance tout le lore vraiment en un chapitre. C'est l'image que j'avais employée, c'est quand tu prends une énorme cuillère à soupe de Nutella. Tu sais que c'est bon, mais t'en as trop d'un coup. Et ça te dégoûte. Et c'est vraiment le problème que j'ai avec ce premier chapitre. C'est que le duo a voulu trop en faire dès le début. Je pense que l'or aurait été mieux amené et moins rébarbatif si ça avait été dilué dans l'entièreté du tome. Alors il y a des éléments de l'or qui sont apportés sur le dernier chapitre notamment, que je ne vous montrerai pas. Mais je pense que sur les chapitres 2 et 3, on aurait pu rajouter des éléments de lore qui fait que ça aurait été un peu plus agréable à lire. Et une de mes craintes, du coup, j'ai pas regardé si c'était disponible, mais je pense que le lecteur moyen, il lit ce premier chapitre, il a pas envie de lire la suite. Il a pas envie de lire la suite parce qu'on lui balance des noms qu'il ne retiendra pas, parce qu'en plus c'est des noms que, littéralement, c'est utile que pour le premier chapitre. On lui balance des informations de lore qui, sur le premier chapitre, tu te dis, bah ok, est-ce que ça va être utile pour la suite ou pas, ça a pas l'air, ok. Et vraiment, je pense que ça, c'est un très mauvais move, de pas essayer d'avoir communiqué un peu plus sur le tome, sur le manga, et d'avoir montré ce qu'il y aura sur les chapitres suivants. On peut voir cependant, sur ce premier chapitre, que c'est assez beau, hein, finalement. C'est assez beau dans les standards actuels, dirais-je. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut voir directement qu'il y a une grosse partie comique. Alors il y a un gros running gag sur le fait que Momo est un énorme mangeur, donc on va le voir très souvent manger de manière un peu chibi comme ça. On parle souvent de 20 assiettes, parce qu'il s'empiffre de 20 assiettes à chaque fois de bouffe. Beaucoup de petites têtes comme ça, qui viennent ponctuer en général les débuts du coup de chapitres, pour commencer sur un truc un peu plus léger, et à partir de là, de commencer à mettre l'intrigue. Petite pub. Je vais stopper pour les 30 prochaines secondes, pour que vous puissiez suivre. Ne vous en faites pas. Faudrait que j'active les... Fini, parfait. Il faudrait que j'active les annonces de pub. Je sais que je peux avoir une annonce où 3 minutes avant, je sais qu'il va y avoir une pub. Donc comme je disais, on a quand même un petit peu d'humour qui ponctue les débuts de chapitre avant d'arriver sur les problèmes un peu plus importants. Qui sont en général, un personnage va dire « Oh, c'est terrible, il se passe quelque chose » et Momo va arriver un peu blasé en disant « Ouais, je pense pas hein, que ce soit un truc magique, un problème divin, enfin, ce genre de choses. » Pour rentrer un peu plus dans les détails, donc, sur le premier chapitre, comme je disais, on est sur une maladie qui se veut un peu... le toucher royal et un peu divin. Le deuxième chapitre, on est sur une histoire de vampire. Hop. Voilà, on est sur une histoire un peu plus glauque de vampire. De supposés vampires, plutôt. Hop. Alors, j'ai parlé de 4 chapitres, mais c'était 3 chapitres, excusez-moi. Le troisième chapitre où on parle d'un cirque qui présente un tour de magie où il pourrait faire revivre des décès. Des défunts. Et donc à chaque fois, Momo, qui est finalement un peu la représentation de la science dans l'univers,
Tu dit ouais non, ce qu'ils font c'est du bullshit, vas-y j'enquête. Sachant qu'à chacune de ces enquêtes va lui permettre d'avoir des petites informations sur potentiellement où se trouve le fameux recueil qu'il cherche. Et ça pour moi c'est un bon point du manga. C'est que donc ce format épisodique, où on va avoir une petite histoire égale une situation complète, et bah c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le manga. C'est quelque chose que j'avais déjà trouvé très très bien, notamment dans Wandering Witch, où chaque chapitre a son début, sa fin. Il y a une implication émotionnelle au niveau de l'intrigue, et ça permet d'être picoré. On n'est pas obligé de lire tout le tome d'un coup. Finalement, les histoires ont quand même un lien logique, vu qu'il apprend de plus en plus où est le parchemin. Mais on pourrait très bien presque les lire dans le désordre. Et ça, c'est quelque chose de cool, je trouve. Hop. Ça baisse dedans. Et non. Ça baisse pas. Ça baisse pas. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout dans ce registre. Comme je disais, niveau trait également. Moi, j'aime beaucoup. C'est simpliste. Pour les standards actuels. Il y a quand même des décors assez sympathiques. Ça bagarre pas, mais ça brûle. Ça brûle des gens. Ça brûle des gens. Ça brûle des vampires. Qu'en est-il de l'aspect un peu, est-ce qu'on s'y croit, est-ce qu'on arrive à rentrer dedans, que ça abracadabrantesque. Le manga est sur certains sites classé en historique. Donc pas directement sur le manga, mais par certains sites. Et pourquoi ? Parce qu'en fait ça se base sur des choses qui ont vraiment existé. Notamment là l'histoire du toucher royal, comme je le disais, on t'explique que c'est quelque chose qui a vraiment existé en France. L'histoire des cirques ambulants, qui essayent de présenter des tours où on arrive à montrer, on arrive à faire revivre des gens, etc. Et des monstres, etc. Ça a vraiment existé. Pareil pour l'histoire des vampires, il y a vraiment des grosses superstitions qui ont existé là-dessus. Donc en fait, tout cet enrobage un peu fantasy qu'il y a, et qui est même plutôt fantastique finalement, de par le récit d'un grimoire caché, perdu, banni, qui permet de faire revivre les gens. Il y a ce gros fond historique qui fait que on sent que c'est pas vraiment full magie, etc. Tout cet élément très finalement vraisemblable est vraiment très cool. Et je serais pas étonné d'ailleurs à la fin que là on nous dit que c'est fantastique, que finalement à la fin c'est juste c'était juste des mythos, que le bouquin n'a jamais existé, etc. Il y a quand même quelques éléments qui sont un peu par rapport à l'époque que veut aborder le manga, qui sont un peu j'ai plus le mot hors du temps finalement, notamment sur la dernière page que je vais donc pas vous montrer, mais où on montre quelque chose qui se rapproche là pour le coup beaucoup plus du fantastique. Anachronique, merci, c'est ce que je cherchais. Le toucher royal, en vérité, si j'avais pas que c'était une maladie, j'aurais pensé à une autre chose. En fait, ils expliquent que le toucher royal, c'est vraiment quelque chose, c'est une superstition qui a existé, et au final, les gens juste guérissaient tout seuls. Il y avait, bien entendu, aucune force divine dans les rois de France. Comme on peut le savoir. Hop. Comme je disais, beaucoup d'humour. Voilà, c'est des effets placebo, tout à fait. Beaucoup d'humour, là on a sur le chapitre 2, on a vraiment l'intrigue comme elle se fait sur tous les chapitres, les 3 premiers chapitres en tout cas. C'est vraiment
Momo arrive dans un patelin, il est en train de bouffer, une pointe d'humour, il apprend comme quoi il y a quelque chose qui va se passer, ou qui se passe d'un peu bizarre, et blasé, il arrive et dit non mais vous vous trompez. Hop. Autre point que j'avais trouvé intéressant, voilà, c'est la partie Zoup. Voilà, c'est les parties où Momo va alors soit utiliser ses compétences pour faire un aspect comique, et donc j'insiste beaucoup sur le fait que c'est assez drôle quand même. C'est pas full sérieux du début à la fin comme comme Wandering Witch. Wandering Witch a des moments un peu plus légers, mais un peu moins légers finalement. Soit donc des moments pour vraiment élucider des mystères. Donc là, comme je disais, l'histoire de meurtre avec des vampires. Spoiler, c'était peut-être finalement pas des vampires. Et j'ai un dernier point négatif à aborder. Hop. C'est qu'autant je trouve que le manga est joli sur les visages, etc. J'ai dit que sur certains décors c'était cool. Et je trouve que ça manque de vie, finalement. Sur certaines planches, certains décors. Ce qui est un peu, finalement, bizarre que je dise ça. Parce que là, je vous présente une page avec beaucoup de personnages. Mais finalement, je trouve qu'il y a des pages qui desservent un peu l'œuvre. Où j'y trouve beaucoup plus fouillis. Là, j'ai presque l'impression de voir plus par endroit, si on regarde les détails. On a l'impression d'avoir quasi des croquis préparatoires avancés, mais des croquis préparatoires quand même. Et ça, je suis un poil triste que par moment le manga n'est pas constant au final dans ses traits, dans ses décors. Typiquement ici, je trouve que ça manque de quelque chose. Là, on voit quand même un ensemble de cadavres alignés en croix. Bon, ok, on comprend la symbolique. Mais je sais pas, je trouve que ça manque de quelque chose sur certaines pages. Pareil au niveau des ombres, là on le voit, des visages. Là par exemple, cette case-là, je trouve qu'elle elle dénote par rapport au reste du manga. C'est un détail, ça perturbera pas tout le monde comme moi, mais c'était une petite critique que j'avais à faire sur le manga. Notamment ici également. Voilà, là, alors c'est peut-être une gravure qui existe, ceci dit. Mais la reprise de la gravure ici, je trouve qu'elle dénote pas mal. Celle qui donne un petit contexte historique, comme je disais, avec Charles X. Bah, je trouve que ça dénote. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est quand même un grand oui. Surtout que ce sera seulement en 3 tomes. C'est du shoujo slice of life fantastique. Fantasy slash fantastique, on sait pas encore. Ce qui est assez rare pour être souligné. On en a très très peu, même si on en a de plus en plus. Le format épisodique, les histoires, le personnage attachant, les petits moments comiques. Pour moi, c'est ce qui me fait dire que c'est un manga qu'il faut au moins lire. Ça se passe à quelle époque? On se placerait à une fin du Moyen-Âge. En fait, ça... Alors, je vais pas dire que c'est anachronique, mais ça emprunte à plusieurs époques. C'est pas un univers réel. Mais il y a certains... On va dire qu'en fait, les croyances en la médecine sont celles de la fin du Moyen-Âge. Mais on se placerait plus dans une époque... par moment, ce serait encore la Renaissance, d'autres, ce serait plus... certains endroits, ce serait plus l'époque victorienne. En fait, ça dépend les pays qui traversent sur ces 3 chapitres. Si ça peut te donner une indication.
Voilà, voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, je pense que c'est une des meilleures sorties qui s'est faite en shoujo cette année. Shoujo Fantasy, j'entends. 7,29€, 3 tomes. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour dessus. Hop. Si vous voulez un peu plus regarder les planches, il y aura une rediffusion que je mettrai sur YouTube. Si vous voulez vous arrêter un peu plus sur les textes, etc. Si, petit point faible supplémentaire, des petites coquilles à la traduction. Des espaces qui manquent. C'est du détail, mais c'est un peu dommage, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de pages dans le manga. On est quand même sur un volume classique assez fin. Je trouve ça dommage. En vrai, cette semaine, il y a eu une grosse vague de... où je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de relectures. C'est bête à dire, mais encore sur un Dragon Quest. Là, sur le spin-off Havan, il y avait encore des erreurs de coquilles au niveau des espaces. Et bah, toujours chez Delcourt, sur Calistiro, pareil, il y avait des petites coquilles. Et il me semble qu'il y en avait une aussi sur Au Grand Air. Donc c'est un peu dommage, c'est encore les premiers acheteurs qui font du bêta-test, quoi. Je crois qu'ils l'ont dit, c'était assez chaud, beaucoup à traduire rapidement pour la Japex. Ouais, mais dans ce cas-là, autant qu'ils proposent moins, tout simplement. Je pense pas que ce soit Japex qui fasse leur gros du chiffre d'affaires. Et ne pas proposer 30 sorties, mais peut-être plutôt 20, 22, et de laisser un peu plus de temps pour les relectures. Surtout chez Delcourt Tonkam, où on sait qu'ils sont déjà très très mauvais pour les relectures de base. Ça leur apporte plus de ventes directement sur place, tu serais étonné des volumes de comme vendus juste à la Japex. Ils sont très très mauvais Delcourt. Pour avoir parlé avec Akata, la Japex, c'est là où ils font le plus gros chiffre. Ok, ça m'étonne. Ça m'étonne. Hop. On va pouvoir attaquer les contes fabuleux de la nuit. Hop. On lève un peu la zénitale. Juste très mauvais dès le cours, ouais. C'est l'habitude. L'habitude. Mais ouais, ça m'étonne qu'ils fassent leur plus gros chiffre là-bas, parce qu'en plus les stands doivent coûter quand même pas mal cher. Après, pour des plus petits éditeurs, ça ne m'étonne pas. Et typiquement, tu vois, je sais pas, un Glénat, Kiun, et encore Kiun, bon. Kiun c'est un peu différent, mais je sais pas, un Glénat ou un Kana, typiquement, est-ce que c'est vraiment là où ils font le plus gros chiffre? Les petits éditeurs en plus rentabilisent très vite leur place. Ok, d'accord. Ok. Alors, est-ce que Delcourt est un petit éditeur? Je ne pense pas, vu combien ils réclament pour la vente de toute la maison d'édition. Et vu qu'ils affichent plus de 6 millions, je crois, de bénéfices. Voilà, on est d'accord, Delcourt a plus besoin de rentabiliser. Donc juste, prenez votre temps, finalement. Mais enfin, les contes de la nuit fabuleux. Donc je vous ai un peu beaucoup teasé quand même là-dessus. C'est vraiment le titre que j'ai préféré pour le moment chez le Renard Doré. Et pour plusieurs raisons que l'on va voir ensemble tout de suite. Hop, je ressors mes petites fèches. Hop. Zoup, zoup. Donc, les contes fabuleux de la nuit. Qui... Allez, on va donner une critique. Je préfère le titre anglais, qui est 14 histoires pour que vous passiez une bonne nuit.
C'est 14 stories for your good night. 14 histoires pour votre bonne nuit. Et je trouve que le titre anglais est beaucoup plus sympa. Cependant, 14 histoires, et bah c'est faux. Parce qu'en fait, il y a 15 chapitres dans le manga. En tout cas, annoncé sur les sites anglais, il y a 15 chapitres. Hop. Alors, ça raconte quoi, finalement? C'est un ensemble d'histoires courtes, donc 15 histoires courtes, de fantasy, pour la plupart, qui abordent des thèmes un peu variés. Pas forcément avec de grandes implications, pas de grandes tragédies, etc. C'est vraiment juste 15 histoires comme ça, de quelques pages, qui racontent un petit épisode de vie des protagonistes de chaque histoire. C'est fait par Miyako Miya, qui était inédite en France jusque-là, et qui travaille sur un deuxième manga que j'espère voir dans les éditions Le Renard Noir, Le Renard Doré, excusez-moi, j'ai pensé au Lézard Noir en même temps, que j'espère voir chez Le Renard Doré, qui est une autre histoire qui est en cours de parution, pour le coup. Comment est la structure du manga? Donc je disais que c'est 15 petites histoires, alors 14 petites histoires, en fait. Je vous ai dit qu'il y a 15 chapitres, mais 14 petites histoires. Parce qu'en fait, la première histoire est un chapitre en lui-même. Et en fait, c'est une grand-mère qui va raconter des histoires à sa petite fille qui veut dormir, qui doit aller dormir. Donc voilà, 3 petites pages qui introduisent le fait que l'on va lire un ensemble de petites histoires courtes. Première chose qui saute aux yeux, alors je vais juste retirer la jaquette pour éviter de l'abîmer. Une super première de couverture en plus. Première chose qui saute aux yeux, c'est le trait. Moi le trait, j'avoue que je l'adore vraiment de tout mon cœur. Ça m'a beaucoup fait penser à Minuscule, qui sort chez Komiku. Si bien que je me suis demandé si c'était pas le même auteur slash autrice. Et donc on arrive sur cette introduction qui donc nous propose ces petites histoires. Petites histoires qui ont toujours la même structure. On arrive sur une histoire, il se passe des choses, et chaque histoire se termine par une petite conclusion en une page, avec une petite illustration et un texte, qui fait référence à ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça peut être par exemple des personnages de l'histoire qui racontent quelque chose, ou un personnage qu'on n'a pas vu qui dit « Oh, la légende raconte qu'il y a ça qui s'est passé », ce genre de choses. Je me suis même demandé à un moment si en fait l'ensemble de ces histoires n'était pas tiré de romans. Parce qu'on a toujours une petite note qui explique d'où vient cette page finalement. Et donc là par exemple on a extrait des histoires des continents, le mystère du grand royaume disparu. Donc je me suis même posé la question si tout ça finalement ne venait pas de roman. Tellement finalement c'était bien présenté, je trouve, ces petites pages d'entre deux chapitres. Qui viennent finalement étendre un petit peu le lore de l'histoire. Comme je disais, les 14 chapitres sont très très différents. Et moi ça m'a fait penser à une autre œuvre que j'aime beaucoup, qui est Magica, qui est finalement également un ensemble d'histoires courtes, avec un même protagoniste, qui se cache un peu derrière les histoires, mais qui finalement sont vraiment des histoires totalement différentes, parfois même dans des registres totalement différents. Petit point à noter sur le premier chapitre, grosse référence à Dragon Quest, c'est donc un manga goldé. Car si vous avez une référence à Dragon Quest, vous êtes un manga goldé. C'est bien connu.
Comme je disais, très très beau, tout le long des chapitres. Je vous laisse un petit peu avec un petit feuilletage rapide. Voilà, les décors, souvent je parle vraiment beaucoup des décors, parce que pour moi c'est ce qui permet de voir, ce qui permet de différencier finalement des artistes entre eux, notamment très très modernes. C'est leur utilisation des décors et comment ils sont faits, s'ils sont faits à la main, est-ce que ça semble être généré via du numérique, etc. Donc les décors sont très beaux, et le trait même des personnages permet finalement de se détacher du lot de ce que font les autres artistes. Cependant, je trouve que le trait n'est pas le même sur l'ensemble des histoires, donc je pense qu'il y en a qui ont été faites bien avant. Notamment là sur ce chapitre, qui est une reprise du Vilain Petit Canard, une réécriture. Je trouve que le trait était assez différent du reste. C'est assez léger, mais je le trouve beaucoup moins précis. L'histoire de Vilain Petit Canard qui en fait est un ange. Donc voilà, comme je disais, toujours une petite page finale. C'est un one-shot, ce qui est aussi donc très appréciable. Et encore une fois, on sent le vœu du Renard Doré de proposer quelque chose de très accessible dès le plus jeune âge. Toutes les histoires ont une morale. Je suis en train de réfléchir aux morales que j'avais retenues, vu que je n'ai pas pris de notes. Typiquement, toujours aider son prochain, ne pas se moquer des autres. C'est très souvent tourné sur une relation sociale, de rejet de l'autre. Il faut pas le rejeter, ne pas se soucier des différences, etc. Accepter les différences. Hop. Notamment celui-ci, qui était très très cool, avec une gorgone qui est triste de ne pas pouvoir avoir de fleurs, parce qu'elle pétrifie les fleurs. Et un peintre qui n'a pas de client, du coup, va lui peindre des tableaux pour qu'elle puisse enfin avoir un jardin. Ce genre de choses, très très tourné donc sur comment dire, sur l'autre, l'aide de l'autre, et les relations, les sentiments entre les personnages. Ce sont pas forcément des sentiments amoureux, hein, loin de là, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Autre chose qui est cool et qu'on voit un petit peu ici, le découpage est assez dynamique, finalement, par endroits. Et par d'autres, on a l'impression de lire de la BD. De la BD classique franco-belge. Hors très très manga, finalement. Et donc je pense que c'est aussi une œuvre qui peut être lue très facilement par des personnes qui ne sont pas adeptes du manga. Chose du coup qui est intéressante pour toucher un plus grand public. Donc voilà, on est sur un découpage très très rectangulaire franco-belge. Et là, tout de suite, paf, on part sur des choses beaucoup plus grandes, des images très très étendues. Avec cette histoire qui parle de livreurs, un peu les livreurs UPS d'un univers qui brandissent, qui traversent, excusez-moi, par monts et par vaux, des déserts, des montagnes, etc., pour vous livrer votre colis que vous avez demandé en retard et vous les engueuler. Alors qu'ils ont traversé la mort littéralement pour vous. Avec ici, par exemple, cet entre-chapitre qui est en fait la publicité de ce service de livraison. Il y a des histoires qui sont plutôt sérieuses, d'autres qui sont plutôt un peu plus comiques. Hop, voilà. Donc là, par exemple, c'est l'histoire en seulement 3 pages, d'une légende d'un corbeau qui enlèverait les jeunes filles, et un couple de chercheurs enquête dessus, et on découvre en fait que la grand-mère qui raconte la légende est l'une des filles, est une fille qui a été enlevée par cette fameuse bête qui juste en fait était amoureuse de la fille, on le découvre juste après. Très très sympa. J'ai pas grand chose d'autre à dire finalement, parce que j'ai très peu de critiques à faire. Or le trait, comme je disais, qui parfois n'est pas
n'est pas partagé entre toutes les histoires. Je vais pas vous détailler toutes les histoires non plus. Petit kiff, voilà, personnellement. Et surtout pas très cher. On est sur du 9,90€ pour du grand format. Avec un papier de très bonne qualité, j'ai trouvé. Je vais pas dire qu'on se rapproche sur de la qualité d'ouvrage du Lézard Noir niveau fabrication, parce que ce serait vraiment vous mentir. Mais quelque chose de plutôt agréable à lire. Ce qu'il faut aussi souligner quand des mangas sont agréables dans leur fabrication. Voilà, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Je sais pas si vous avez des questions un peu plus sur lesquelles je pourrais détailler. Voilà l'histoire d'un renard yokai qui veut dévorer un enfant, mais qui finalement va le nourrir, s'en occuper. Thématique qu'on retrouve aussi chez Nagabe, typiquement, dans un recueil qui n'est pas encore sorti en France, qui est un peu sur la même, de la même manière d'ailleurs. On va parler de relations entre les humains, mais là plutôt des relations affectueuses, et sous toutes les formes d'affection, que ce soit juste de l'affection matérielle, comme si tu possédais quelqu'un, à de l'affection vraiment amoureux, etc. Qui j'espère sortira également en France. Voilà, voilà. Donc, conte de la nuit fabuleux. Conte fabuleux de l'année, pardon. Grosse reco également. Ne serait-ce que pour soutenir la maison d'édition. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée avec La forêt magique de Hoshigara, sur ce que j'ai lu pour le moment. Les autres titres étant sortis, étant vraiment soit des Kodomo. Il y en a un qui se rapproche beaucoup de la petite loutre menteuse, qui est un bouquin qui s'appelle Le Petit Requin de souvenirs. Un autre bouquin qui s'appelle Le Voyage d'Ourselune, qui est vraiment du Kodomo de chez Kodomo. J'ai ma lumière qui a éteinte alors qu'elle est censée être sur batterie, c'est génial. Hop. Rip, la petite loutre menteuse. Hop, alors on va relever ça pour avoir un peu plus de lumière. Non, pour moi, pas Rip, pour la petite loutre menteuse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de l'épisodique de chez épisodique. Et c'est pas grave si on n'a pas la suite. C'est comme le manga avec l'ours en peluche, qui est très connu au Japon. Ça, je pense pas que ce soit problématique, finalement. Hop, le problème technique du premier live, forcément. La lumière qui s'éteint. Le classique. Le classique. Et donc leur cinquième titre qui est sorti, mais le troisième de la première vague, c'est une histoire avec une grand-mère que j'ai pas lu, qui ne m'intéressait pas, pour le coup. Parce qu'on sort un peu de tout ce qui est fantasy, fantastique qu'ils proposaient. Sur la première vague. Qui apparemment est un peu moins triste qu'une sacrée mamie, mais qui est dans la même veine d'histoire avec des grands-parents. Alors ça se trouve, le contenu est totalement différent. Vu que je l'ai pas lu, je ne peux pas m'avancer là-dessus.